Pierre-André Milite, poète des Talus, poète de Montorge. Il vient surtout d'avoir eu une grande sœur qui avait 5 ans de plus que moi et qui apportait des livres à la maison. Et c'est elle qui me faisait faire les devoirs, qui m'a appris à faire les ronds et les petits bâtons. Et elle disait après, si Pierre-André sait écrire, c'est grâce à moi. Voilà, donc le contexte familial, mon père lisait des romans valaisans, Métral, Zermatten, etc. Maman était plus curieuse, elle lisait de certaines choses. Et puis, de temps en temps, on avait accès à la bibliothèque sans trop faire attention. Donc, je lisais plein de choses qui étaient plus que mon âge. Mais grâce à ma grande sœur, j'ai appris à découvrir la poésie assez tôt. J'ai lu les Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, j'avais pas 15 ans, je comprenais rien, mais c'était beau, puis ça m'a donné envie d'écrire. Alors, une grande place pour ce qui me restait de temps, étant fils de paysan, il y avait les mercredis après-midi, les samedis étaient occupés à ramasser des fraises, à faire les foins, mais de temps en temps il pleuvait, donc c'était bien. Je passais beaucoup de temps à la lecture parce que à un moment donné, j'ai encore la sensation physique de me dire je sais lire, je peux découvrir le monde, je peux lire n'importe quel livre, je suis plus tributaire de ce que mes profs, mes institutrices, mes instituteurs, mes parents me disaient ça, il faut que tu lises, je pouvais lire tout et n'importe quoi. Et ça, j'ai vraiment eu la sensation physique de pouvoir conquérir le monde par la lecture. Je suis né là, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai eu la chance d'habiter dans plusieurs endroits du Valais, euh, des villages de plaine, des villages agricoles. Je suis né à Saxon, j'ai habité le Val d'Anivier, j'ai habité Savièse. Voilà, donc je suis très ancré dans la population valaisanne. Je me retrouve avec plein de gens différents. Je sais pas parler patois, mais je peux me glisser un peu dans n'importe quelle discussion. Et puis j'aime ce pays, j'aime ce canton, j'aime le décor. Donc je suis plus que valaisan. Ah, je pense, oui, quand je dis que je suis poète des talus, c'est que vraiment, le Valais est une grande vallée, mais il y a beaucoup de pentes. Et puis la pente, elle sert à remonter, mais elle sert aussi à tomber, à descendre. Voilà, je suis de ce pays-là. Oui et non. Un rituel, oui, dans le sens où j'écris presque toujours au même endroit. J'ai un bureau à la maison où je peux écrire avec une grande porte-fenêtre qui ouvre en tout cas jusqu'au Haut-de-Cry, si c'est pas de l'autre côté du monde. Et puis, voilà, alors je mange des fruits secs parce que je bouffe quand je mange, quand j'écris. Je bois beaucoup de café, mais plus qu'un rituel, je parlerais d'une programmation, d'un planning. Je me fais des plannings d'écriture en gros à la quinzaine et j'essaie de m'y tenir, mais le propre de planning, c'est de ne pas le tenir. Mais je sais que demain matin, en gros, de 8 h à 10 h, je devrais m'installer à mon bureau d'écriture et écrire. Des fois, il vient quelque chose, des fois, il vient rien, mais je suis au travail. Et cette régularité-là fait que j'écris, parce que souvent on dit ouais, je ferai ça demain, je ferai ça demain, puis j'ai fait ça pendant 50 ans. Donc à un moment donné, je me suis dit, maintenant je m'arrête, je me fais des programmes d'écriture et j'écris. Il y en a beaucoup. Si je prends dans mon parcours d'écrivain, je dirais Sandrard, bourlinguer à travers le Valais. Et puis, j'ai un gros faible pour Raymond Farquet, qui m'a fait aimer le Valais tel que je le connaissais, mais que lui, il avait les mots pour dire ça. Euh, et puis, dans mon parcours d'écrivain, peut-être celui qui m'a donné le plus envie d'écrire, c'est Jean-Marc Levet. Donc, je ne vais pas très très loin
dans les frontières. Voilà, je me sens bien dans ce pays pour écrire. Je crois que c'est aussi un pays d'écrivains. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens qui ont écrit. C'est un bon pays pour l'écriture. C'est joli ceci. Vous sentez-vous dépossédé de vos textes lorsque ceux-ci sont publiés? Je trouve ça très intéressant. À partir du moment où un texte devient public, il n'appartient plus à l'auteur, il appartient au lecteur. Et je me suis aperçu que ce que j'avais écrit, ce que j'avais voulu écrire, la plupart des lecteurs ont lu autre chose, ont eu une autre appréciation de ce que j'avais écrit. Et pour moi, c'est vraiment très, très net et très clair qu'à partir du moment où un texte est publié, il est public, il appartient au lecteur. Et c'est ce côté-là qui intéresse, parce que c'est les yeux de l'autre, le retour de l'autre qui dit que, ben oui, ce que j'ai fait, c'est bien, ou ça plaît, ou etc. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des textes qui étaient lus par des comédiens, et là, ça prend encore une autre dimension, et le texte devient universel. C'est pas important que ce soit moi qui l'ai écrit. L'important, c'est que ce texte vive, et puis qu'il ait sa propre vie avec d'éventuels lecteurs. Puis quand s'il n'a pas de lecteur, ben, il traîne dans un coin, puis un jour il y a quelqu'un qui tombe dessus. Donc, législation dérobade. Je suis assez fier de ce petit opuscule parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un texte aux éditions de l'Air et dans cette collection Métaphore, qui est une belle collection de poésie. Puis les choses se font quand elles doivent se faire, donc j'ai eu ce texte. Et Millet, il travaille toujours avec des concepts, avec des contraintes, avec des constructions. Ben, ce livre n'échappe pas à ça. C'est mon idée. Il y a deux idées. J'avais toujours eu l'envie d'écrire une loi. J'ai fait un petit peu de politique, j'ai vu comment se fabrique une loi, et je trouve que c'est super intéressant. Et puis, il y a une logique, il y a une dynamique qui est très poétique pour moi. Et j'ai toujours eu envie d'écrire une loi. Et puis, j'ai commencé à faire ce travail, et puis j'ai mis ma poésie là-dedans. Et ce texte est construit, j'ai retrouvé une manière de faire que j'avais vue chez Aragon, chez Ferré, où il y a un texte, et chaque phrase du premier texte devient la première phrase des textes suivants, et la dernière phrase de chaque texte devient le dernier texte. Donc c'est une espèce de construction. À un moment donné, je dis c'est ma tour de Babel poétique, parce qu'il y a un bout qui pousse ici, il y a un bout qui pousse là, il y a des liens qu'on peut chercher ou pas, mais toujours est-il qu'il y a 26 articles de loi dans mon texte. Et puis je vais vous lire un petit bout du dernier, non pas du dernier texte, mais où il y a le dernier article de loi. Le texte dit « Je fais cuire la soupe aux cailloux ». Je fais cuire la soupe aux cailloux avec de la molasse protestante, du granit catholique et de l'albâtre orthodoxe. Je fais cuire la soupe aux cailloux pour la mort du loup du chaperon rouge et pour la mort de Virginia Woolf, pour le gésier de la poule et le nid du gravelot, pour soudoyer le mouton et le gypaète. Article 25. Tous les cailloux sont égaux devant la loi, quelle que soit la provenance et la symbolique. J'ai sur le manteau de la cheminée une relique de la table de la loi, une pierre de la muraille de Chine, un pavé de mai 68, un galet du Rhône et un moellon du mur des lamentations. J'ai dans mon jardin la brouette du facteur cheval, le fil à plomb de l'architecte du Taj Mahal, la truelle du maçon du barrage et le sac de billes de mon enfance. Article 26. Transitoire. Il est strictement interdit d'empêcher la montagne de retourner à la main.